Eh bien, vous m'entendez bien? Oui, je pense. Ok. Bonsoir à tous, bienvenue dans nos nouveaux locaux, bienvenue chez nous. Très content de vous avoir ici ce soir. J'étais parti initialement, et j'en avais parlé avec Yannick, notre PDG qui est à Seattle actuellement, hein, qui est avec nous de très loin. Et avec Sébastien, j'étais en train de répéter un peu mon discours et je voulais parler d'ouverture, de collaboration, de bien-être au travail pour nos nouveaux locaux, d'écosystème, d'international, de croissance, etc. Et ils m'ont dit, bon, bah, ton discours c'est bien si jamais tu étais dirigeant d'une boîte chiante. Mot pour mot. Hein. Et donc j'ai essayé de le changer un petit peu parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc je vais faire beaucoup plus court et beaucoup moins conventionnel. Donc je suis Samir Bounab, je suis en charge du développement commercial et business de Witekio. Ce soir, vous êtes donc effectivement ici parce qu'on vous aime bien ou on va bien vous aimer pour ceux qui se sont inscrits. Il faut savoir qu'il y a à peu près 90% des gens qui sont sur invitation, une dizaine qui sont venus par l'extérieur. Donc la plupart d'entre vous, on vous aime déjà bien et puis pour les autres, ça va venir. Enfin, j'espère, on verra, on en discutera. On voulait faire un premier événement de ce type pour montrer un peu l'ouverture de l'entreprise au monde et puis pour faire venir des intervenants de qualité pour que les gens aussi puissent apprendre en venant chez nous des choses sur la technologie, sur la prospective, etc. Pour ceux qui se disent mais mince, je sais pas du tout ce qu'ils font dans cette boîte, ça serait quand même bien que quelqu'un me le dise, j'ai un peu honte de poser la question. On est spécialisé dans l'innovation technologique embarquée et IoT. Et on fait donc du conseil, de l'architecture, du design et du développement de logiciels embarqués, soit dans des machines embarquées, soit dans des machines IoT. Voilà. On ne va pas en faire une tartine. Pour ceux qui voudront en savoir plus, vous pourrez venir nous voir directement. Donc ces locaux sont pas faits pour recevoir autant de personnes d'un coup, normalement. Hein. On a tassé les gens. Non, ne vous inquiétez pas, il y a de quoi sortir. Merci en tout cas de vous être tassés comme ça. Ce soir, on va parler... j'avais oublié mon super slide en plus, alors ça c'est la déception, parce que j'ai raté mon effet du coup. Ça c'était la direction de la boîte chiante en question qui faisait le discours de départ. Donc voilà, bon ça marche quand même, donc c'est tant mieux. Donc ce soir on va parler d'Edge IoT. Et alors, avant de laisser Virginie Delplanque de la French Tech dire 2-3 mots, je vais juste vous introduire le thème Edge IoT avec une petite phrase un peu décalée, un peu vulgaire, vous m'en excuserez. L'Edge IoT, c'est comme le sexe pour les adolescents. Tout le monde en parle, personne ne sait comment faire, tout le monde pense que les autres l'ont fait, alors tout le monde dit l'avoir fait. Donc ce soir, on va essayer de démystifier un petit peu ça. On parlait de Big Data à l'époque à peu près de la même manière, mais maintenant c'est l'Edge. On va démystifier un petit peu tout ça, je ferai une petite intro sur ce qu'est l'Edge IoT. Et en attendant, je vais laisser la parole à Virginie, qui est déléguée générale de la French Tech lyonnaise, si je ne me trompe pas. Bonjour à toutes et tous, je vais être très brève. Bonjour Yannick. Écoutez, à Lyon French Tech, on est ravis d'avoir des entreprises comme Witekio et j'ai même pas envie de dire entreprises, j'ai envie de dire des boîtes inspirantes, des boîtes qui croient. Et en fait, la première fois que moi j'ai découvert Witekio, c'était dans le dossier de candidature de Lyon French Tech pour obtenir le label d'État qu'on a reçu en 2014. Et à l'époque, Witekio s'appelait Adeneo Embedded. Ils étaient classés parmi nos tech champions. Donc déjà une entreprise qui avait un fort potentiel, qui était en hyper croissance, labellisée Pépite, et une entreprise qui aujourd'hui continue de croître pour mener ces super locaux et cette formidable expansion. Et une entreprise qui est vraiment dans la dynamique de la French Tech, c'est-à-dire qui une communauté qui redonne à l'écosystème. Alors, à titre d'exemple, qui produit ce genre de conférences inspirantes qui vont démystifier, qui vont vous inspirer, et puis qui s'implique activement à différents titres. Mentor de Big Booster, très actif dans le réseau French Tech IoT Manufacturing, et qui ont un cap vers l'international très fort et qui là aussi vont aider à développer le réseau French Tech, puisque c'est avant tout un réseau formidable d'entreprises start-up, scale-up et PME innovantes qui s'entraident et mutualisent et s'inspirent les uns les autres et qui s'aident notamment sur des dynamiques d'internationalisation.
Et là, je sais qu'Yannick et ses équipes sont en lead pour essayer d'aboutir à la réalisation d'un hub French Tech à Boston. Aujourd'hui, la French Tech, c'est un réseau de 35 points dans le monde. Il y en a 22 hors France, dont San Francisco, dont Shenzhen, dont Abidjan. Il y en a 13 en France et Lyon en fait partie. Et c'est tout ça. Et en fait, la French Tech, c'est avant tout cette communauté d'entrepreneurs qui ont envie de grandir ensemble et puis de redonner aux autres. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et puis surtout, continuez comme ça. Merci. Merci beaucoup Virginie, c'est toujours agréable d'entendre des compliments, donc merci beaucoup. Alors, donc après mon introduction tout en finesse sur l'IoT, je voulais juste donner quelques éléments un peu plus sérieux sur ce que c'est et pourquoi on va parler de ça ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe du hype de Gartner. Gartner, c'est une grande boîte de conseil internationale spécialisée dans la tech et qui chaque année fait la courbe du hype, qui explique le niveau d'attente sur une technologie dans le temps. Et donc, on voit cette courbe. Regardez pas forcément les textes d'abord, regardez la courbe. On voit le niveau d'attente et ensuite les différents phasages. Alors, on a le moment où l'innovation commence. Là, c'est le moment du hype maximum, tout le monde en parle. Donc, d'où la phrase dont je vous ai parlé. Tout le monde a parlé de big data énormément pendant pas mal de temps. Ensuite, il y a la vallée de la mort, ou la vallée de la désillusion, où il y en a plein qui se plantent et qui se crachent. Mais c'est pour mieux épurer l'écosystème. Et ensuite, on arrive au plateau à l'espoir et au plateau de productivité, où cette techno devient mature. Donc je vous prédis, grâce notamment à Gartner, que l'Edge IoT va arriver dans la hype d'ici très peu de temps. On est peut-être les premiers à lancer le mouvement. Non, on n'est pas les premiers à lancer le mouvement, mais c'est un thème qui va revenir beaucoup. On va beaucoup en parler, on va raconter des choses vraies et moins vraies sur le sujet. Et puis il y en a plein qui vont se planter. Nous, on a investi là-dessus depuis un petit bout de temps. Ça veut peut-être dire qu'on va se planter. On verra. En tout cas, on joue le jeu. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose dont vous allez entendre parler beaucoup dans les prochaines années. On va essayer de le démystifier ce soir avec des experts très capés sur le sujet. Et alors je vous ai mis un joli petit, parce qu'on ne fait pas une presse sans un petit schéma d'architecture chez nous quand même. Donc juste pour vous expliquer grosso modo de quoi on parle, avec la naissance du cloud, on a vu émerger ensuite l'IoT, c'est-à-dire on va connecter tous les devices à du cloud et faire remonter les informations, essayer de donner de l'intelligence à tout ça, faire des analytics, faire de la prédictive maintenance, faire de l'IA. Jean-Michel en parlera. Et donc, on a tout centralisé sur du cloud et on voit émerger une nouvelle tendance qui consiste à décentraliser, puisque le cloud a ses limites qui seront présentées par nos intervenants. Et on commence à réfléchir à un autre modèle qui s'appelle l'Edge IoT, où on va commencer à redistribuer de l'intelligence, de la capacité de stockage et de la capacité de calcul sur le réseau, ce qu'on appelle le FOG, qui sera évoqué par Gaëtan, qui est caché là-bas, au fond, et l'Edge, qui sont les devices eux-mêmes sur lesquels on peut embarquer de l'intelligence. Et dans la mesure où Witekio travaille beaucoup sur les devices et essaye de les rendre intelligents, ça nous arrange bien que l'intelligence revienne là. Voilà un petit peu pour le contexte, histoire que vous ne soyez pas pris au dépourvu avec les différentes conférences. Et je laisse tout de suite la parole à Jean-Michel Cambeau, qui est Chief Evangelist Officer et fondateur chez Tell Me Plus, une boîte qui est renommée dans l'intelligence artificielle et dans l'edge computing. Merci beaucoup. Dans le futur, toutes les machines vont être intelligentes. Ça veut dire que non seulement elles prendront des décisions intelligentes, mais surtout qu'elles vont savoir nous les expliquer. Combien parmi vous adoreraient prédire l'imprédictible? Je suis Jean-Michel, le fondateur et chief évangéliste de Tell Me Plus, et nous prédisons par exemple la non-conformité des ordres de fabrication sur les chaînes d'assemblage. Et nous permettons à nos clients d'économiser jusqu'à 40 millions de dollars par an. Nous expliquons pourquoi une machine industrielle complexe tombe en panne en moins d'une seconde quand les experts métiers avaient besoin d'1 semaine à 1 mois. Nous embarquons de l'intelligence artificielle dans les voitures et elles deviennent capables de prédire qu'elles vont tomber en panne en live pendant que vous conduisez. Je vous présente Predictive Objects. C'est une plateforme disruptive qui permet à nos clients de tirer parti de l'intelligence artificielle pour améliorer considérablement l'efficacité et la performance de leurs assets. C'est simple, c'est automatique, depuis la création des modèles prédictifs jusqu'à leur déploiement en un clic
partout où vous en avez besoin. Et c'est ce que l'on appelle du Edge AI, c'est-à-dire que nous mettons l'intelligence là où la data est produite et là où il faut prendre des décisions directement dans les machines. Alors Jean-Michel, excuse-moi, je fais juste une courte page de publicité. Nous avons une Clio DCI immatriculée 74 qui bloque l'entrée du parking et la sortie par ailleurs. Grise, si c'est à quelqu'un dans la salle, il peut se lever discrètement, on ne lui jettera pas des pierres. Et l'immatriculation, c'est DT543JJ. Voilà. Bon, pour la page de pub, c'est fait. Si c'est quelqu'un de l'audience, allez-y, sinon on va se débrouiller autrement. Désolé Jean-Michel. Donc, nous avons appelé cela l'asset intelligence et c'est la prochaine étape dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Quels sont aujourd'hui les challenges de l'IoT industriel? Tout d'abord, la data, format hétérogène, d'énormes volumes de données, besoin d'être connecté tout le temps et parfois même besoin de répondre en temps réel. Ensuite, l'évolution de l'intelligence artificielle qui est en train de basculer, on l'a vu, at the edge, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et j'adore cette citation de Thomas Edison, la vision sans exécution est une hallucination. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la création des modèles reste encore très empirique et leur déploiement, par contre, est loin d'être industriel. À titre d'info, Gartner explique qu'aujourd'hui, plus de 80% des modèles prédictifs qui sont créés ne passent pas en production. Notre solution s'appelle le Predictive Objects et nous avons breveté notamment le Meta Active Machine Learning qui est une technologie qui utilise de l'intelligence artificielle pour superviser de l'intelligence artificielle, sélectionner automatiquement les algorithmes, les données, les meilleurs modèles, converger vers le meilleur modèle de façon automatique. Et ça va jusqu'au déploiement de ces modèles en un clic. Nos Embedded Predictive Objects permettent de déplacer ces modèles directement dans les machines et les objets. Et dans le cas du Low Energy, on est capable de les embarquer dans simplement 200 kilooctets, pour dire qu'on a un footprint qui peut être tout petit. Et enfin, notre Embedded Predictive Objects for IoT Platforms permet de bénéficier de toute la puissance de l'asset intelligence au-dessus et de manière transparente des plateformes IoT du marché. Et on verra un schéma tout à l'heure. Donc, il y a 30 ans, j'avais inventé Business Objects et on était rentré dans l'ère de la Business Intelligence. Aujourd'hui, on est plutôt dans la Predictive Intelligence, c'est-à-dire les industriels souhaitent prédire les pannes de leurs assets, de leurs machines et améliorer les process de fabrication. Et nous entrons maintenant dans l'ère de l'asset intelligence, qui est l'intelligence de l'usage. Pour répondre à l'interrogation de Thomas Edison, le déploiement, qui est un des gros problèmes aujourd'hui pour passer en production, les modèles, on l'a complètement automatisé et en un clic, vous pouvez déployer le modèle dans les publics ou privés, dans les plateformes IoT et également directement dans les machines et les objets. Embarquer l'intelligence dans les avions, dans les voitures, dans les drones, dans les bateaux, dans les éoliennes, les moteurs et ultimement dans toutes les machines. Les trois piliers de Predictive Objects sont l'automatisation. Donc on a vu la création automatique des modèles prédictifs et leur déploiement également automatique. Le Edge AI. Un point tout de même, c'est que ce que nous embarquons, c'est de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le Symbolic AI, qui est typique de l'école de mathématiques française, qui sait expliquer tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du deep learning, même si c'est très à la mode en ce moment. Nous n'embarquons que de l'intelligence qui est capable d'expliquer ce qu'elle fait. Et ça change tout, évidemment, notamment dans le Edge AI, puisqu'il faut pouvoir... Ça permet d'avoir des objets qui sont capables de nous prévenir, attention, je vais tomber en panne, de nous expliquer pourquoi, et de nous expliquer ce qu'il faut faire pour l'éviter. Ce qui ne serait pas possible avec du deep learning, puisqu'on ne sait pas expliquer. Et l'asset intelligence, qui est donc la transformation des experts métiers en experts augmentés. Quelques mots rapides à propos de Tell Me Plus. Je l'ai fondé en 2011. Nous sommes aujourd'hui
mathématiciens, scientifiques et entrepreneurs. Nous sommes une trentaine de personnes basées à Montpellier pour la R&D et à Paris pour les opérations. On a 4 brevets mondiaux autour de l'IoT industriel. Et notre mission, c'est de déployer Predictive Objects partout, et on compte bien devenir le leader européen de l'IoT Edge AI pour l'IoT industriel. Nous sommes également, nous faisons partie du programme Microsoft AI Factory. Nous sommes accélérés par un Microsoft Berlin, Scale-up Berlin. Nous sommes aussi dans le programme Impact IA, qui a été lancé récemment après le rapport Villani. Et nous sommes également partenaires de l'INRIA. Nous sommes aussi partenaires stratégiques de Google IoT Core. Accélérés et partenaires business notamment de Cisco, et on le verra sur le Edge et le Fog Computing. On est notamment intégré dans les routeurs Cisco. On passe de certification sur Atos, Siemens, MindSphere, et c'est certifié également GE Predix. Donc, on couvre pour l'instant l'ensemble des plateformes IoT du marché, en tout cas les principales. Notre technologie repose sur je dirais, l'état de l'art du marché, Docker, API, MQTT. On retrouve des mots-clés qui sont les mots du moment. Et notre plateforme intervient après le data management que l'on ne fait pas pour toute la partie acquisition de données, modeling, déploiement des modèles et toute la partie après de gestion du cycle de vie des modèles aussi, qui est intéressant parce qu'une fois qu'un modèle est en production, il faut être capable de déterminer à quel moment il dérive, à quel moment il faut le recalculer, par exemple. Voici un schéma qui décrit comment fonctionne notre Meta-Active Machine Learning. On voit qu'on ingère les données, on les prépare, on les séquence, ensuite on les confronte aux experts métiers qui vont les valider et qui vont pouvoir les déployer en un clic directement dans le cloud ou dans les assets eux-mêmes. Et lorsque un asset, par exemple, est pas très sûr d'une prédiction qu'il fait, ou alors il détecte un problème comme un capteur qui n'existe plus ou qui a changé de format, il va remonter tout son buffer d'informations à la plateforme qui, instantanément, va recréer un nouveau modèle, le faire revalider par des experts. On a souhaité garder la validation des experts. Et ce modèle va être déployé, une fois qu'il a été mis à jour, non seulement dans l'asset qui a signalé le problème, mais également dans tous les assets similaires. Donc on a vraiment un phénomène ubiquitaire. Et voilà la même version, mais pour les plateformes IoT. On voit en bas un client connecte ses assets à une plateforme IoT dont le rôle est au-delà de l'aspect plomberie qui n'est pas du tout péjoratif, hein, mais donc toute la partie connexion des assets, va centraliser les données et, pour faire simple, les mettre à disposition d'applications tierces en temps réel par la suite. Nous sommes au-dessus de cette plateforme. Le client qui a connecté ses assets peut simplement cocher les sources de données qu'il souhaite utiliser et dire je veux prédire les pannes de mes assets, par exemple, et la plateforme va calculer automatiquement un modèle prédictif très rapidement, va le soumettre à la validation des experts qui peuvent interagir évidemment avec le modèle. Une fois que le modèle est prêt, il est déployé en un clic au cœur de la plateforme et, si nécessaire, directement dans les assets, et à partir de là, le modèle commence à faire des prédictions. Et c'est le même système lorsque un asset détecte une incertitude sur une prédiction ou un problème de données, il va remonter son buffer, ça va recalculer un nouveau modèle et ça va être redéployé dans tous les assets similaires. Une nouvelle technologie n'a de sens que si elle est au service de l'humain et de la technologie, je pense qu'on est tous d'accord. Et l'être humain, lui, ne peut adopter qu'une technologie qu'il comprend. Donc il faut être extrêmement simple. Notre plateforme va consacrer 50% de sa plateforme, de la plateforme pour ce qu'on appelle l'asset management, c'est-à-dire on s'adresse directement aux experts métiers. Toute la partie data science a été masquée, je dirais la complexité de la data science a été masquée, de sorte à ce qu'on puisse s'adresser directement aux experts métiers, aux gens du terrain. Par exemple,
on va se demander, quelqu'un qui est du terrain, lui, son problème, c'est qu'il doit recalculer des modèles, parce qu'il y en a qui ont dérivé dans une machine. Il faut recalculer 3 modèles, ça prend 10 heures pour chacun, donc c'est 3 jours, mais ça pose un problème, parce que lui, il veut le résultat dans 1 heure. Il n'a qu'à bouger le curseur qui est en bas, et automatiquement, on va allouer les ressources nécessaires dans le cloud, donc on va tirer parti de l'élasticité du cloud, et on va les désallouer une fois que la tâche est terminée. Donc il peut dire, je veux mon résultat en 1 heure. Donc lui, il se concentre sur le résultat. Et une fois que le modèle lui convient, en un clic, il le déploie partout où il le souhaite. Là, je vous présente la Predictive Time Machine. Alors, on est très content parce que c'est unique. Et c'est une... on va voir la fonctionnalité. Imaginez que vous gérez une flotte de 40 000 camions dans le monde et qu'il y a un des camions qui vous retourne attention, je vais tomber en panne. Et voilà l'explication. L'explication, c'est un arbre de décision qui est exprimé dans votre langage métier automatiquement. Et vous allez pouvoir évidemment aussi voir la même alerte, mais sous une forme classée par feature important, c'est-à-dire on met en priorité les éléments qui expliquent la panne. Et vous voyez sur la partie gauche un certain nombre de curseurs qui sont affichés automatiquement et qui permettent d'agir. Ce ne sont que des choses qui sont actionnables, évidemment, qui permettent d'agir pour modifier le risque qui est affiché en haut. Et là où ça devient un peu magique, c'est la timeline que vous voyez en haut. C'est une... vous pouvez vous déplacer, par exemple, sur la gauche, et vous pouvez poser la question, et que se serait-il passé s'il y a 3 mois, j'avais pris différentes décisions? Et à ce moment-là, vous pouvez remonter à il y a 3 mois, changer des paramètres, et vous allez voir le risque qui change en temps réel. À tout moment, la plateforme vérifie que le modèle est toujours aligné avec la réalité, ce qui est quand même important, bien sûr. Et la plateforme va clusteriser automatiquement. Par exemple, le camion retourne ce problème-là, mais en fait, il peut y en avoir potentiellement beaucoup d'autres qui pourraient avoir le même problème. Et donc, automatiquement, la plateforme va vous proposer des clusters à gros grains, grains moyens et grains fins d'autres de vos assets qui pourraient potentiellement avoir le même problème que celui qui est signalé. Et si, par exemple, vous aviez prévu une opération de maintenance dans 3 semaines et que l'asset vous dit, attention, dans 8 jours, il faut changer tel composant parce que ça va casser, et bien vous allez encore utiliser la Magic Timeline et cette fois, vous allez vous projeter dans le futur. Vous allez aller dans 3 semaines et vous allez modifier les paramètres pour pouvoir réduire le risque et faire en sorte qu'il soit déplacé dans 3 semaines et non pas dans 8 jours. C'est juste aussi simple que cela. Et dans la prochaine version, qui doit sortir, Loïc nous dira, mais je pense en juin, c'est ça? Oui. Dans la prochaine version, ça va être exactement pareil, avec une fonctionnalité en plus, c'est que non seulement un expert pourra agir sur les paramètres, mais en plus, on va lui suggérer les meilleurs paramètres automatiquement. Passons à la partie la plus intéressante, les use cases. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée pour tout ce qui est process management, la maintenance prescriptive et l'intelligence embarquée. Et je vais vous présenter 3 use cases, un dans l'aéronautique, un autre dans le manufacturing et un autre dans l'automotive. Prenez un constructeur d'avions, par exemple, ça pourrait être d'ailleurs n'importe quel appareil. Pour passer des morceaux jusqu'à un avion prêt à voler, imaginez que c'est à peu près 100 000 étapes. Bon, c'est arbitraire. Et aujourd'hui, ces 100 000 étapes, on appelle ça des work orders ou des ordres de fabrication. Et ces 100 000 étapes, elles doivent être vérifiées toutes à la fin pour le contrôle qualité. Donc la question du constructeur, c'était de dire, mais est-ce qu'on pourrait essayer de prédire quels sont les ordres de fabrication dont on pourrait être certain qu'ils vont fonctionner, ce qui permettrait de s'affranchir du contrôle qualité, et évidemment aussi prédire ceux dont on est certain qu'ils ne vont pas fonctionner, ce qui permettrait de corriger le problème avant d'en lancer la fabrication. Donc nous avons effectué ce test sur l'ensemble des données qui étaient disponibles sur cette fabrication, et on a réussi à prédire pour la moitié des ordres de fabrication qui vont fonctionner, avec un taux de certitude extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'on est complètement certain qu'il n'y aura pas de problème.
Et donc, pour la moitié de ces work orders qui vont fonctionner, évidemment, on peut les faire le week-end ou la nuit, disons à un moment où il y a moins besoin de surveillance, et on peut s'affranchir du contrôle qualité. Et ensuite, on a prédit, évidemment, quels étaient ceux qui n'allaient pas fonctionner. On a expliqué pourquoi, parce qu'on est dans de l'IA qui sait expliquer ce qu'elle fait. Et avec la Predictive Time Machine, on a su fournir les outils pour modifier les différents paramètres qui vont permettre de lancer la production de ces éléments. Là, on parle d'un équipement industriel très complexe qui est utilisé dans les usines pour relier les différentes plantes de machines entre elles. Aujourd'hui, le constructeur, une fois qu'il a vendu cet appareil, il est dans l'usine et l'usine ne souhaite pas du tout le connecter et retourner des données au constructeur pour des raisons évidentes de sécurité. Et pourtant, des fois, ça tombe en panne. Et quand ça tombe en panne, c'est évidemment un très gros problème, déjà pour l'usine, bien sûr, qui doit arrêter sa production, mais aussi pour le constructeur, parce qu'aujourd'hui, il n'a que 2 experts dans le monde qui sont capables de comprendre pourquoi c'est tombé en panne, tellement c'est compliqué. Ce qui veut dire que quand ça tombe en panne, il doit appeler un des experts, qui doit se déplacer, rentrer dans l'équipement, qui doit aller extraire les données de la boîte noire, et qui ensuite doit les analyser, et ça lui prend de 1 semaine à 1 mois. Donc on a fait un test, ce qu'on appelle un blind test, un test aveugle, avec des données d'un certain nombre d'équipements et toutes les données passées et tout ce qui a été expliqué par les experts dans le passé. On a appris, et en fait c'est le client d'ailleurs qui a lancé l'apprentissage, et on a été capable en moins d'1 seconde d'expliquer exactement les causes des pannes, avec un très bon taux de certitude. Alors évidemment, ça veut dire que maintenant, c'est la boîte noire qui nous informe, attention, je viens de casser pour telle et telle raison. On a juste à appeler l'expert, confirmer par téléphone que c'est bien ça et ce qu'il faut faire, et il peut superviser et ça peut être réglé en moins d'1 heure, au lieu d'1 semaine à 1 mois. Et évidemment, la prochaine étape, ça sera de faire la même chose, mais cette fois en prédictif, c'est-à-dire que la boîte noire, ou encore mieux, d'ailleurs, un routeur Cisco qui relie les équipements entre eux, va pouvoir dire ah ben attention, ça va tomber en panne dans 8 jours pour telle et telle raison, et voilà ce qu'il faut faire pour l'éviter. Ça, c'est ce que l'on va faire sitôt qu'on a les données pour le faire. Aujourd'hui, ils ont un peu de difficulté à accéder aux données. Et le dernier exemple, c'est dans l'automotive où on a travaillé, on était encore au CES cette année, on est partenaire de XI, qui est une plateforme IoT verticalisée pour l'automotive, et qui construit un boîtier qui récupère, qui collecte les données directement des bus CAN et ODB sur les véhicules. Et on a mis en place un système, nous on a rajouté des données exogènes aussi, comme la météo, comme les conditions de trafic, les habitudes du conducteur. Et on a monté un modèle prédictif pour prédire les pannes de batterie. C'était une demande qu'on avait spécifique sur les pannes de batterie. Et notamment, ce modèle-là, on est en train de le mettre en place pour le déployer avec Midas. Et évidemment, l'objectif, c'est de ne pas prédire que les pannes de batterie, mais toutes les pannes qui peuvent se produire. Et puis, pourquoi pas aussi, d'ailleurs, d'étendre les véhicules à toute une gamme pas que les voitures, les trains, les bus et d'autres appareils. Et bien sûr, lorsqu'on aura un jeu de données plus important que celui sur lequel on a travaillé, on aura un taux de prédiction qui sera encore bien meilleur. Et on pourra prédire beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, juste un dernier mot. Donc, nous sommes en train de devenir, on espère, le leader de la Edge AI en Europe. En tout cas, le leader européen de Edge AI. Et pour information, Gartner a publié un rapport expliquant que la valeur ajoutée en gain de productivité pour l'Internet industriel par l'intelligence artificielle, d'ici 2021, représentera 3 trillions de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars. Donc on est sur un très gros marché. Merci. Alors il y aura du temps pour les questions de toute façon à la table ronde. Donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on avait bien l'IoT qui consistait à connecter tout et n'importe quoi, de la chaussure au capteur de température, etc. On remonte tout dans le cloud et tout est traité dans le cloud. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà testé d'utiliser Siri sur leur téléphone ou dit Google.
Dès l'instant où la connexion n'est pas bonne, ça rame, il se passe 4 secondes entre la question et la réponse. C'est un bon exemple des limites du cloud. Il n'y a aucun traitement en local. Même pour trouver un contact qu'on a dans son propre téléphone, il n'est pas capable de le faire. Donc l'Edge, c'est vraiment cette idée de venir relocaliser de l'intelligence en local. Et donc, ce que nous expliquait Jean-Michel, c'est vraiment de l'intelligence avancée, de l'intelligence artificielle qui va tourner en local. Là où avant, il fallait un supercalculateur gigantesque pour le faire, maintenant, dans une Tesla, on a l'équivalent d'un supercalculateur d'il y a une dizaine d'années. Donc ça ouvre des possibilités là-dessus qui sont énormes. Et Gaëtan va nous parler plutôt des infrastructures FOG, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a entre le cloud et l'edge. Là, ça vient encore compliquer le jeu. On se dit, on va aussi mettre de l'intelligence dans les différentes passerelles du réseau. Et puis, je ne vais pas en dire trop pour pas spoiler ta présentation quand même, quoi. Voilà, merci. Et puis, bienvenue Gaëtan.